Pas de lumière de sapin, pas de lampe sur le porche, pas même l'horloge du micro-ondes. Juste le froid d'une nuit de décembre qui pressait contre les fenêtres et le son de Travis de l'autre côté de ma porte d'entrée, faisant ce que Travis avait toujours fait, prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas et se dire que si. Je connaissais son rire. Je le connaissais depuis 38 ans, le son qu'il fait quand il pense qu'il a déjà gagné, un son court et bas, plus de souffle que de voix, comme si la chute n'était que pour lui et que le reste de la pièce n'était qu'un décor. Je l'ai entendu à travers la porte à 21h04 la veille de Noël. J'étais assise dans mon fauteuil, dans mon beau manteau, avec un dossier sur mes genoux, et je ne bougeais pas, car remplir l'obscurité de ma présence n'était pas la seule chose que j'avais faite pour me préparer à ce soir. Pendant 20 ans, il n'y avait pas de chaise pour moi à leur table de Noël. Je veux être précise à ce sujet parce que les gens l'entendent comme une métaphore et ce n'en était pas une. C'était une chaise physique, une absence réelle de siège. Chaque Noël, ma mère dressait la table comme dans un catalogue. Des serviettes en tissu au bord brodé, les belles assiettes aux liserés d'or, des pommes de pin qu'elle saupoudrait de fausse neige en bombe, des bougies dans les bougeoirs en laiton qu'elle gardait dans le buffet le reste de l'année. La table dans la salle à manger de la maison de la rue Carrier pouvait accueillir 8 personnes avec la rallonge. Il y avait, pendant la plus grande partie de mon enfance, 7 personnes. Mes parents, la sœur de ma mère, Diane, et son mari, Roy, Travis, le meilleur ami de Travis, Connor, qui était là chaque année parce que sa propre situation familiale était compliquée, et moi. 7 personnes. 8 sièges. Ma mère mettait toujours 7 couverts. La première fois que je m'en souviens, j'avais 8 ans. J'ai cherché ma place, celle où je m'étais toujours assise, la chaise avec le pied arrière gauche légèrement bancal, et elle avait disparu, remplacée par le buffet. Ma mère est sortie de la cuisine, m'a vu debout là, et s'est accroupie à mon niveau de la manière particulière qu'elle avait quand elle s'apprêtait à expliquer quelque chose que je ne pourrais pas contester. Elle a lissé mon col. Nous ne pouvons mettre qu'un certain nombre de couverts, ma chérie. J'ai mangé ce dîner de Noël sur un tabouret près de la cuisinière. Je pouvais entendre la conversation de l'autre pièce, le rythme spécifique d'une table pleine qui ne savait pas qu'il manquait quelque chose. À l'âge de 12 ans, j'avais cessé de m'attendre à la chaise. À 18 ans, j'ai compris que la chaise était une déclaration, pas un accident, et que cette déclaration était permanente, et que j'avais 2 options, l'absorber indéfiniment ou partir. Je suis parti avec un seul sac, $40, et une promesse que je me suis faite dans le bus en quittant la rue Carrier. Un jour, je posséderai un endroit avec mon nom sur la porte, un endroit où je déciderai du nombre de sièges, un endroit où personne ne pourrait regarder la table et trouver que le compte n'y était pas, à exactement une personne près. Je l'ai construit à partir d'un seau jaune. Ce n'est pas une métaphore. J'ai lancé une entreprise de nettoyage résidentiel à 22 ans, avec un seau en plastique jaune du magasin à $1, une serpillière d'occasion et une Honda Civic de 2003 dans laquelle j'ai dormi 11 nuits différentes au cours des 8 premiers mois, pas consécutivement, ce qui, je me le disais, rendait la chose meilleure, et que je reconnais maintenant comme une façon de ne pas compter avec précision. Je n'avais pas de capital de départ, je n'avais pas de soutien familial, j'avais une volonté de travailler que je comprends maintenant comme étant en partie une véritable motivation et en partie l'énergie spécifique d'une personne ayant quelque chose à prouver, pas à quelqu'un en particulier. Juste à l'arithmétique du tabouret près de la cuisinière. 15 ans plus tard, Charlotte Escline avait 4 camionnettes, 11 employés et des contrats de service avec 37 foyers dans les codes postaux les plus riches du comté. J'avais appris la comptabilité grâce à une série sur YouTube en 2013. J'avais suivi un cours de gestion de petite entreprise au collège communautaire en 2015. J'avais réinvesti chaque dollar dont je pouvais me séparer dans l'entreprise jusqu'à ce que l'entreprise devienne le genre de chose qui générait plus de dollars que je ne pouvais en réinvestir immédiatement. Et puis j'ai commencé à économiser. J'ai économisé pendant 3 ans. Puis j'ai trouvé la maison de la rue Aldrich. 3 étages, un Porsche qui fait le tour de la maison, des briques de 1912, un jardin avec un chêne plus vieux que la maison. De hauts plafonds. Des moulures d'origine. Un salon à l'avant avec des fenêtres orientées à l'est qui captaient la lumière du matin d'une manière que j'ai remarquée lors de ma première visite et à laquelle j'ai pensé chaque jour pendant les 2 semaines qu'il a fallu pour conclure la vente. J'ai payé $487 000. Mon propre argent. Chaque dollar documenté. Quand mon avocate en droit immobilier, Ruth Calloway, 24 ans de pratique, une femme qui avait conclu plus de transactions résidentielles dans ce comté que quiconque à qui j'avais parlé,
a fait glisser l'acte de propriété sur la table, j'ai lu la ligne pertinente 3 fois avant de signer. Bénéficiaire, Charlotte Anne Booth, unique propriétaire. J'ai conduit seul jusqu'à la maison de la rue Aldrich. Je me suis assise sur le porche dans le froid d'octobre, et j'ai regardé le chêne, et je n'ai rien joué pour personne, car il n'y avait personne. Je suis restée assise longtemps. Il a fallu 3 semaines pour que la nouvelle se propage par des canaux que je n'avais pas utilisés depuis des années. Ma mère a appelé un mardi fin octobre. Pas un jour férié, pas un anniversaire. Un mardi après-midi, ce qui ne s'était pas produit depuis plus longtemps que je ne pouvais me le rappeler précisément. Sa voix avait la chaleur qu'elle réservait aux gens dont elle avait besoin de quelque chose. Elle a dit que cela faisait trop longtemps et qu'elle adorerait venir voir la nouvelle maison et qu'elle était si fière. Je l'ai remercié et lui ai dit que je lui ferais savoir quand je serais installé. Travis a envoyé un texto 2 jours plus tard. Félicitations pour la maison. Combien de chambres? Combien as-tu payé? C'est à quel nom? Juste toi. J'ai lu cette dernière question 2 fois. Juste toi. Pas est-ce que Sam partage avec toi, ou t'es-tu associé avec un partenaire? Celles-ci auraient été les questions de quelqu'un qui s'interroge sur la propriété parce qu'il était heureux pour moi. Juste toi était la question d'un homme qui évaluait un bien et essayait de comprendre combien de personnes se tenaient entre lui et ce bien. Travis avait 36 ans et avait pris une série de décisions financières que je ne détaillerai pas, sauf pour dire qu'elle s'était aggravée de la manière dont les mauvaises décisions financières s'aggravent. Et que le chiffre que j'ai finalement appris était d'environ 90 000 $ d'obligations impayées à la société, auprès de plusieurs catégories de prêteurs, dont certains étaient patients et d'autres non. Je n'ai pas répondu à son texto. Le lendemain matin, j'ai appelé Ruth. Je lui ai parlé des questions, du moment de l'appel de ma mère, de Travis et de ce que je savais de sa situation. Ruth est restée silencieuse un moment. Charlotte, dit-elle, je veux vous parler de quelque chose qui s'appelle la fraude à l'acte de propriété. J'ai passé l'après-midi suivant à lire tout ce que Ruth m'avait envoyé. La fraude à l'acte de propriété, également appelée fraude au titre de propriété ou vol de propriété, est exactement ce que son nom indique et exactement aussi simple que cela puisse paraître, ce qui la rend si répandue. Quelqu'un falsifie votre signature sur un acte de renonciation. Il le dépose au bureau d'enregistrement du comté. Le bureau d'enregistrement de la plupart des comtés ne vérifie pas les signatures. Il vérifie le formatage. Il vérifie que le document est correctement structuré, correctement notarié en apparence, et accompagné des frais de dépôt appropriés. Il le tamponne. Votre maison appartient désormais à la personne dont le nom figure sur la ligne du bénéficiaire. Vous ne le découvrez que lorsque vous essayez de refinancer ou de vendre, ou lorsque quelqu'un d'autre essaie de contracter une hypothèque sur votre propriété et que la recherche de titres révèle le problème. À ce moment-là, la personne qui a déposé l'acte falsifié peut avoir emprunté sur la propriété, l'avoir vendue ou avoir disparu. 9 fois sur 10, avait dit Ruth, quand nous voyons cela dans un contexte résidentiel, l'auteur est un membre de la famille, quelqu'un qui sait que la propriété existe, quelqu'un qui a suffisamment d'informations personnelles pour construire un document convaincant. Je me suis inscrite au service gratuit d'alerte à la fraude immobilière du comté cet après-midi-là. Le programme surveillait la base de données du bureau d'enregistrement du comté et envoyait une notification immédiate dès qu'un document était enregistré contre une propriété à votre nom. L'installation a pris 12 minutes. Je n'en ai parlé à personne. L'alerte est arrivée le 3 décembre à 16h47 h. J'étais à mon bureau de la rue Rainer en train de vérifier la paie de la semaine. Mon téléphone a vibré sur mon bureau. J'ai regardé la notification. Je l'ai lu une fois, puis une autre fois. Un acte de renonciation avait été enregistré contre la propriété au 714 rue Aldrich. Cédant, Charlotte Anne Booth. Bénéficiaire, Travis Michael Booth. Selon les registres officiels du comté, j'avais cédé ma maison à mon frère à 14h23 cet après-midi-là. J'avais été dans mon bureau depuis 8 h du matin en présence d'employés. Je n'étais pas sorti pour le déjeuner. 3 personnes pouvaient me placer dans ce bâtiment à 14h23 h. Je suis resté assise à mon bureau pendant environ 90 secondes. Puis j'ai décroché le téléphone et appelé Ruth. C'est arrivé, ai-je dit. Une pause. Quand? Aujourd'hui. 14h23 cet après-midi. La voix de Ruth, quand elle l'a retrouvée, avait une qualité que je ne lui avais jamais entendue dans toutes nos relations professionnelles.
Quelque chose entre la fureur et la satisfaction. La fureur était pour moi. La satisfaction était pour ceux qui allaient suivre. Venez demain à la première heure, dit-elle. Apportez tout. Le bureau d'enregistrement du comté ouvrait à 8 heures du matin. J'y étais à 7h48. J'ai demandé une copie certifiée conforme de l'acte enregistré. Je l'ai tenue dans mes mains à un comptoir dans le hall d'un bâtiment gouvernemental un mardi matin, et je l'ai lu attentivement. Mon nom sur la ligne du cédant, pas ma signature. Mon nom de mon écriture ou une approximation raisonnable de celle-ci, assez proche pour avoir passé l'examen administratif du registraire, pas assez proche pour survivre à une comparaison scientifique. Le sceau du notaire était celui d'un notaire public nommé Gérald Finch. Je n'avais jamais rencontré Gérald Finch. Gérald Finch dirait plus tard à la police que la femme qui s'était présentée devant lui le 3 décembre et s'était identifiée comme étant Charlotte Booth avait présenté un permis de conduire et signé le document en sa présence. Gérald Finch avait fait son travail tel qu'il le comprenait. Il n'a été accusé de rien. Il était autant une victime de la fraude que moi, son sceau professionnel utilisé à son insu de la tromperie. J'ai photographié chaque page de la copie certifiée conforme, recto et verso, puis je me suis rendu au poste de police. Le détective Raymond Foster travaillait à la division des crimes contre la propriété depuis 16 ans. C'était le genre d'enquêteur qui écoutait avec tout son corps, immobile, attentif, avec la qualité d'une personne qui construit quelque chose dans sa tête pendant que vous parlez et veut s'assurer d'avoir toutes les pièces avant de s'engager dans la structure. J'ai posé mon dossier sur son bureau. La notification d'alerte à la fraude, horodatée à 16h47 heures, le 3 décembre. La copie certifiée conforme de l'acte falsifié. Des captures d'écran des textos de Travis, juste toi, daté. Sauvegardé sur un stockage en nuage, imprimé. Un message vocal du numéro de ma mère du 18 novembre que je n'avais pas encore mentionné à Ruth, dans lequel la voix de ma mère et une autre voix que j'ai reconnue comme étant celle de la femme de Travis, Megan, pouvaient être entendues dans ce qui ressemblait à une conversation sur haut-parleur. Megan demandant si le bureau d'enregistrement du comté vérifiait réellement les signatures ou acceptait simplement tout ce qui était déposé. Le message vocal semblait avoir été un appel accidentel, un appel de poche pendant une conversation qui ne m'était pas destinée. Je l'avais écouté 2 fois, sauvegardé à 3 endroits, et n'en avais parlé à personne. Foster a regardé le dossier pendant un long moment. Il a levé les yeux. Madame, je fais ça depuis 16 ans. J'ai rarement eu une victime qui arrive aussi organisée. Je dirige une entreprise, ai-je dit. Je tiens des registres. Il a exposé la suite avec la franchise que j'espérais. L'acte falsifié était un crime. Faux en écriture au premier degré, dépôt d'un faux instrument, fraude. Plusieurs chefs d'accusation, potentiellement, en fonction de ce qui ferait surface d'autres. Le problème avec les poursuites pour fraude à l'acte de propriété, a-t-il expliqué, était qu'elles étaient souvent difficiles à mener à bien car les auteurs se rendaient compte que la fraude avait été découverte et s'arrêtaient avant de pouvoir être pris dans un acte manifeste de possession. Pour rendre cette affaire irréfutable, a-t-il dit, la chose la plus utile serait de les surprendre en train de tenter d'exercer leurs droits en vertu de l'acte frauduleux, en entrant dans la propriété, en tentant de prendre possession. Il m'a regardé. Qu'en pense-t-il que vous êtes absente de la maison? Je connaissais la réponse avant qu'il ne finisse la question. La veille de Noël, ai-je dit. Je n'ai pas passé Noël dans ce comté depuis 20 ans. Ils savent que je suis toujours parti. Foster m'a regardé avec l'expression d'un homme confirmant une décision architecturale. Alors c'est à ce moment-là qu'ils viendront, a-t-il dit. J'ai appelé Dana Rees le 10 décembre. Dana était journaliste depuis 11 ans, les 4 dernières années à couvrir la criminalité financière et la fraude à la consommation pour le journal régional. Elle avait écrit une série en octobre sur la fraude à l'acte de propriété que j'avais trouvée lors de mes recherches initiales, et son nom était apparu sur 3 des 4 articles les plus approfondis que j'avais lus. Elle avait 34 ans, était méthodique et avait la qualité d'une bonne journaliste d'investigation. Elle s'intéressait à l'histoire, pas à être l'histoire. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et ce qui était prévu. Je lui ai dit que Foster avait approuvé la présence de la presse lors de l'arrestation anticipée à la condition qu'elle opère dans les limites des paramètres des forces de l'ordre pour la soirée. Je lui ai dit que c'était son histoire si elle la voulait. Elle est restée silencieuse un moment. Pourquoi une journaliste, a-t-elle demandé. Vous avez la police. Vous avez la documentation. Qu'est-ce que la présence de la presse ajoute?
J'ai pensé à la voix de ma mère sur ce message vocal accidentel. J'ai pensé à 20 ans de table de Noël dressée pour 7. J'ai pensé à Travis dans mon vestibule avec un acte falsifié à la main, disant à une pièce qu'il pensait vide que je n'avais jamais eu ma place dans un endroit comme celui-ci. Parce que je veux un compte rendu qui ne dépende pas de ce que ma famille dira après, ai-je dit. Je veux un témoin qui n'est lié à aucun de nous. Je veux que ce soit écrit par quelqu'un dont le travail est de dire la vérité. Dana a dit, j'y serai. La veille de Noël est arrivée, grise et froide. J'avais dit au répondeur de ma mère, en rappelant le 8 décembre avec une nonchalance étudiée, que je passais Noël hors de la ville comme d'habitude, rendant visite à un ami à Pittsburgh, partant le matin de la veille de Noël pour ne revenir qu'après le Nouvel An. Ma mère avait semblé chaleureuse. Elle avait dit qu'elle espérait que je passerais un moment agréable. Elle avait demandé si je pourrais peut-être venir en janvier. Je me suis garé 3 rues plus loin, sur Mercé, et je suis revenu à Aldrich dans le noir. La maison était froide car j'avais baissé le chauffage à 48 degrés. Chaque fenêtre était noire. La lumière du porche était éteinte. De la rue, le 714 Aldrich ressemblait exactement à une maison dont le propriétaire était parti en voyage. Le détective Foster était déjà à l'intérieur avec 2 officiers en uniforme du district, l'officier Carl Avance et l'officier Dalmour. Dana Reese était dans l'escalier avec un appareil photo et l'immobilité particulière d'une personne qui a attendu dans des endroits pires pour des résultats plus incertains. Foster s'était positionné dans la salle à manger, visible depuis le couloir, avec une ligne de vue dégagée sur la porte d'entrée. Je me suis assise dans le fauteuil du salon, le même dossier sur mes genoux que celui que j'avais apporté au bureau de Foster 3 semaines plus tôt, les 2 mêmes documents sur le dessus. L'acte avec mon nom dessus. L'alerte à la fraude qui m'avait assuré que je serais la première à savoir. J'ai éteint l'écran de mon téléphone et je suis restée assise dans le noir, et j'ai attendu. J'ai entendu les voitures à 21,02 heures. Des pneus lents dans une rue calme. La prudence particulière des gens qui essaient de ne pas se faire entendre. 2 portières, puis une 3e, toutes se fermant doucement de la manière dont les gens ferment les portières quand ils ont décidé que le volume normal des choses pourrait les trahir. Des voix, basses. Travis d'abord, je vous l'avais dit. L'endroit est mort. Elle est probablement quelque part en train de s'apitoyer sur son sort. Megan, plus sèche. Moins fort, dépêche-toi. Ma mère. Sommes-nous sûrs de ça? Une pause. Travis. Maman. La maison est à nous maintenant. C'est légal. Nous avons déjà déposé les papiers. Nous venons juste prendre ce qui est à nous. J'ai entendu le serrurier ensuite. Un son différent. Le calme professionnel de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Travaillant un crochet dans ma serrure à peine dormant avec l'efficacité d'une personne payée pour un résultat, pas pour une expérience. 2 minutes, peut-être un peu moins. Le déclic de la serrure. Le son spécifique de ma porte d'entrée s'ouvrant sur l'obscurité. Un temps de silence alors qu'il se tenait sur le seuil, s'habituant à l'obscurité. Travis est entré le premier. Je pouvais l'entendre avant de pouvoir le voir dans le couloir. Ses pas avaient la qualité de quelqu'un entrant dans un espace qu'il a déjà décidé lui appartenir. Plus lourd que nécessaire, occupant le sol avec intention. Il avait l'acte falsifié à la main. Il l'a même brandi. Regardez-moi cet endroit. Sa voix faisait ce qu'elle avait toujours fait quand il se donnait en spectacle. Même devant un public de 3 personnes dans le noir. Tout ça pour elle. Et maintenant c'est à nous. Il a tourné lentement sur lui-même dans mon vestibule. Je pouvais voir sa silhouette maintenant. Mes yeux s'étaient depuis longtemps habitués. Ma mère derrière lui, près de la porte, manteau sur le dos, tenant son sac à main à 2 mains. Megan à sa droite, regardant déjà vers la cuisine avec une expression évaluatrice. Le rire de Travis. Celui que je connaissais depuis 38 ans. Elle n'a jamais eu sa place dans un endroit comme celui-ci de toute façon. Elle n'a jamais eu sa place nulle part. J'ai tendu la main et j'ai allumé la lampe. La lumière a inondé le salon et s'est répandue dans le couloir. L'effet a été immédiat et complet. 3 personnes dans le couloir de ma maison se sont figées dans la lumière soudaine, clignant des yeux, leur visage effectuant le travail séquentiel rapide de reconnaissance, de confusion, de recalcul. Le détective Foster est sorti de la salle à manger, son insigne à la main, tenu à niveau, pas levé de façon dramatique,
juste présent, la posture spécifique d'un homme qui a vécu ce moment professionnellement assez de fois pour en avoir trouvé la version efficace. Détective Foster, crime contre la propriété, je vais demander à tout le monde de rester où il est. L'officier Vance a surgi du couloir de la cuisine. L'officier Moore du fond du salon où il se tenait dans un coin que je ne pouvais pas voir de ma chaise. Dana est descendue des escaliers, appareil photo levé, prenant déjà des photos, l'obturateur silencieux mais présent. La bouche de Travis s'est ouverte. Il a regardé Foster. Il a regardé les officiers. Il a regardé Dana et l'appareil photo. Il m'a regardé, moi, debout maintenant, dossier à la main, dans l'embrasure du salon. L'acte falsifié était toujours dans son poing. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? Charlotte, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix avait une qualité que je n'avais jamais entendue auparavant. Pas de la colère, bien que la colère vienne. Pas du calcul, bien que cela vienne aussi. Ce qui était là en premier était quelque chose de plus brut et de plus honnête. Le son spécifique de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il est entré dans la mauvaise pièce et qu'il ne peut pas en ressortir. J'ai regardé mon frère. Joyeux Noël, ai-je dit. Tu peux poser l'acte. Les officiers préféreraient que tu ne l'agites pas. L'officier Moore a traversé le couloir. Monsieur, je vais vous demander de poser ce document sur la table. Travis a regardé l'acte dans sa main, a regardé Moore, l'a posé sur la table du couloir. Ma mère n'avait pas bougé de l'embrasure de la porte. Elle tenait toujours son sac à main à deux mains, et son visage avait fait quelque chose que j'observais attentivement. Il avait traversé la même séquence que celui de Travis et était arrivé à une destination différente, où Travis avait atterri sur quelque chose qui ressemblait à un recalcul. Ma mère était arrivée à quelque chose qui ressemblait, pour la première fois de ma mémoire, à une véritable compréhension. Elle a regardé la maison. Les hauts plafonds. Les moulures d'origine. L'appareil photo de Dana. Le détective Foster. Moi. Elle m'a regardé pendant un long moment. Charlotte, a-t-elle dit. Pas une question. Pas des excuses. Juste mon nom. La façon dont on dit quelque chose quand on essaie de se situer dans une version de la réalité qui vient d'être substantiellement révisée. Salut maman, ai-je dit. Travis et Megan ont été arrêtés à 21h34 la veille de Noël. Chef d'accusation. Faux en écriture au premier degré. Dépôt d'un faux instrument auprès d'une agence gouvernementale. Fraude criminelle. Et complot. Le serrurier. Un homme nommé Perkins qui avait été engagé par une transaction en espèces et qui a coopéré immédiatement et complètement après avoir compris la nature de la situation, n'a pas été inculpé. Il a fourni une déclaration complète cette nuit-là. L'article que Dana Reese a publié est paru le 26 décembre avec des photographies. C'était l'article principal de la section régionale et il a été repris par 2 agences de presse avant le 28 décembre. Les photographies montraient l'acte falsifié sur la table de mon couloir, l'insigne du détective Foster, mon salon à la lumière de la lampe, ressemblant exactement à ce qu'il était, une maison qui appartenait à quelqu'un, remplie de gens qui avaient attendu que la vérité arrive. Ma mère n'a pas été arrêtée. Elle n'avait pas signé l'acte, n'avait pas déposé l'acte, n'avait pas engagé le serrurier et n'était pas entrée dans la propriété à titre criminel selon l'évaluation de Foster. Ce qu'elle avait fait, c'était être présente sur les lieux et au courant du plan, ce qui était une question que le bureau du procureur devait évaluer dans le cadre de l'affaire plus large. Je n'ai pas participé à cette évaluation, sauf pour fournir ma déclaration, que j'ai donnée à Foster le 26 décembre, et que j'ai donnée une seule fois, complètement, sans révision. Ruth Calloway a intenté une action en revendication le 27 décembre, une procédure judiciaire pour confirmer officiellement, de manière permanente et sans ambiguïté, que l'acte frauduleux n'avait aucun effet juridique et que le 714 rue Aldrich m'appartenait, uniquement, sans nuage ni charge. L'action a été résolue en février. L'ordonnance du juge faisait 4 pages. La conclusion pertinente, une phrase. Le titre de propriété du bien situé au 714 rue Aldrich, comté de Caviardet, revient, uniquement et entièrement à Charlotte Ann Booth. Je l'ai fait encadrer. Il est accroché dans le salon, à côté des fenêtres orientées à l'est qui captent la lumière du matin. Ma mère a appelé en mars. Je réfléchissais depuis janvier à la question de savoir si je prendrais cet appel, et j'avais décidé que je le prendrais une fois,
que je verrais ce qu'il contenait, et que je prendrais des décisions ultérieures à partir de là. C'est ainsi que je prends la plupart de mes décisions. Séquentiellement, sur la base des informations qui arrivent, sans m'engager sur des résultats que je ne peux pas encore voir. Elle a parlé un moment avant d'en arriver à ce qu'elle essayait de dire. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant de l'acte avant qu'il ne soit fait, ce que j'avais en partie soupçonné et que je ne pouvais pas entièrement vérifier, et j'avais décidé de ne pas en faire la pièce maîtresse de mon évaluation d'elle. La question de savoir si elle connaissait le mécanisme spécifique de ce que Travis planifiait avait une réponse compliquée. La question de savoir si elle avait compris, dans les grandes lignes, que quelque chose se préparait, avait une réponse moins compliquée, et c'était la question qui m'intéressait le plus. Elle en est venue au fait finalement. J'aurais dû mettre un couvert pour toi, a-t-elle dit. Juste ça. Calme et direct. Sans le langage lénifiant qu'elle appliquait habituellement aux choses qu'elle reconnaissait. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Elle est restée silencieuse. Je ne sais pas quoi faire de ça, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. Moi non plus, pas encore. C'est là que nous en sommes. Ce n'est pas une résolution, ce n'est pas une réparation. Ce sont deux personnes qui partagent une histoire, un nom et une distance significative entre elles. Essayez de savoir s'il y a quelque chose de navigable dans cette distance, ou si la distance est simplement la forme exacte des choses maintenant, je ne connais pas la réponse. Je sais que je ne vais pas manger le dîner de Noël sur un tabouret près de la cuisinière pour le découvrir. En décembre dernier, j'ai organisé Noël pour la première fois. J'ai mis la table dans la salle à manger avec la lumière de l'Est entrant froide et grise par les fenêtres, le chêne nu dans le jardin, de belles assiettes, des serviettes en tissu, des bougies que j'avais achetées moi-même, 7 personnes, 3 employés de Charlotte Esclin et leur famille. Ruth Calloway et son mari, Dana Rees, et un voisin de 2 maisons plus bas nommé Hector qui avait déneigé mon allée 2 fois sans qu'on le lui demande, et qui, quand j'ai frappé pour l'inviter, avait eu l'air surpris de la manière spécifique de quelqu'un qui ne s'attend pas à être inclus dans les choses. J'ai mis 8 couverts, 8 chaises, 8 services, 8 serviettes pliées de la manière dont ma mère avait toujours plié les serviettes, non pas parce que je jouais un rôle, mais parce qu'elle me l'avait appris et que le pli était le pli. Chaque siège était occupé. Hector a apporté une tarte qu'il avait faite lui-même à partir d'une recette qu'il gardait dans une boîte à fiches que sa grand-mère lui avait laissée. C'était la meilleure tarte que j'ai jamais mangée, et je le lui ai dit, et il a regardé la table avec l'expression d'une personne qui a trouvé quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Je connais cette expression. Je l'ai reconnue. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.